tous, c'est Bastien. On est pour la Lucarne Verte, l'émission en direct d'Actu Synthé. Ce soir, nous allons débriefer le match ASSE Pau, puis nous ferons après l'avant-match entre Bordeaux et Saint-Étienne. Mais avec moi, j'ai une très belle équipe puisque j'ai l'encyclopédie humaine de l'AS Saint-Étienne, Monsieur Albert. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes et bienvenue. Bienvenue avec nous. Et on a le cholo argentin de Saint-Étienne, Melvin. Bonsoir à tous. Et pour finir, en invité, nous avons le commentateur de l'AS Saint-Étienne et aussi il est sur l'émission 100% Synthé à France Bleu Saint-Étienne-Loire. C'est Jérémy Marié. Bonsoir Jérémy. Bonsoir tout le monde, bonsoir. Merci beaucoup pour l'invitation. Avec grand plaisir. Merci à toi d'être là. Messieurs, ça y est, les Verts passent la 4e. Enfin, 4 victoires d'affilée. Victoire hier soir face à Pau. 2-0. On va vous faire un petit résumé. On va rappeler les grosses actions. L'ouverture du score vient d'un but d'Ibrahim Awadji sur un très beau centre de Denis Apia. Derrière, Wadji va avoir aussi une balle de break, mais malheureusement, on va la rater. On va avoir aussi concédé une occasion sur la transversale, une frappe paloise. Ce sera pas après tout pour la première mi-temps. La deuxième mi-temps va être un peu plus terne, où ça va être un peu plus difficile pour nos Verts, mais vers la 78e minute, une très belle percée de Nielsen Nkunku qui va aller provoquer une faute dans la surface, faute d'Henri Cévet, et ça donnera un penalty pour Jean-Philippe Crasso. Et l'équation à l'AS Saint-Étienne, c'est Crasso plus penalty égale évidemment but 2-0. Les Verts s'en sortent très bien, messieurs, et surtout encore un clean sheet. C'est une défense vraiment souveraine, enfin souveraine, on peut le dire. En souveraine, je ne sais pas si on peut vraiment employer ce terme-là, d'autant plus que contre Pau, elle a dû s'adapter très rapidement avec la sortie des 10 premières minutes de Cafaro, qui a nécessité la rentrée de Sceaux, et ce qui a donc réorganisé la défense. Je dirais pas souveraine. Je dirais pas souveraine parce qu'on a quand même, à mon sens, face au 16e, enfin 15e, 16e du championnat, on a, à mon sens, concédé trop d'occasions. Mais clean sheet quand même. Donc ça veut dire que contre les équipes les plus faibles, on est supérieur à elles. Jérémy, je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord avec ce qui a été dit. Je n'irai pas jusqu'à dire que la défense a été souveraine face à Pau. Il y a beaucoup de mieux par rapport au début de saison. Ça, c'est indéniable. On tournait à 2 buts de prix de moyenne lors du début de saison. Mais en 2023, il y a beaucoup de mieux. Mais on est quand même à 1 but encaissé par match. On est allé au milieu de tableau des défenses en 2023. Il y a quand même, oui, c'est vrai, beaucoup de choses positives. L'apport de Gauthier Larsonneur, l'animation entre les 3 défenseurs centraux qui comprennent leur rôle, qui sont complémentaires. L'apport aussi de Thomas Monconduit au milieu de terrain dans ce rôle de sentinelle qui parfois recule dans la défense. On concède moins d'occasions aussi un peu stupides, ça on en a beaucoup l'habitude. Je pense à des coups francs en situation offensive, à des corners où on pouvait se prendre des vagues derrière, ça on les a beaucoup moins. J'irai peut-être pas jusqu'à dire non plus qu'on est souverain. On a beaucoup subi face à Pau. On a beaucoup subi aussi en deuxième mi-temps du côté de Nîmes, face à Dijon. Donc je pense quand même qu'il y a encore des choses à améliorer et qui peuvent être améliorées. Je pense que l'ASS en a clairement les moyens dans cette animation défensive, dans les phases de repli par exemple. Donc je dirais peut-être pas encore tout à fait une défense souveraine, mais il y a beaucoup de mieux. Et oui, les 4 clean sheets depuis le début de l'année sont quand même une preuve que la défense, elle est pas encore souveraine, mais elle est quand même bien solide. Nobine, comment tu pensais de cette défense? Ouais, je vais rejoindre mes compatriotes. C'est-à-dire que quand tu vois que bon voilà, cette défense, en plus, comme a dit Albert, au bout de 9 minutes, elle a été changée parce qu'on partait sur un trio qui était Petro, Briançon, Apia. Finalement, blessure de Cafaro qui fait que Apia revient sur ce fameux rôle de piston droit. On fait rentrer Sceaux qui, pour moi, a encore fait un match très correct. Je le trouve encore très correct, Sceaux. Donc ouais, cette défense-là, elle me plaît. Elle encaisse pas de but encore aujourd'hui. Alors voilà, elle est pas encore parfaite. Elle a encore beaucoup de défauts. Elle fait encore pas mal de petites erreurs à des moments, mais elle reste quand même de mieux en mieux. Elle va dans le mieux en tout cas.
Ah, et puis au-delà de ça, c'est aussi en stats. Seydou Sow, il a 100% de duels aériens remportés, 100% de duels au sol remportés. Briançon, il a 100% de ses duels aériens remportés. Petro a réussi tous ses tacles. Il y a quand même, on voit que c'est quand même du mieux, mais il y a aussi dans la gestion du temps faible. Souvent, la deuxième mi-temps, on sait que c'est toujours plus compliqué. On l'a senti, on s'est fait un peu plus bouger. On a quand même tenu, on n'a pas non plus concédé de vraies grosses occasions en deuxième mi-temps. Je crois, à part le bureau refusé pour jeu, il n'y a pas eu grand-chose qu'on a concédé. Donc, surtout Oui, mais voilà, on s'est quand même mis dans des situations un peu compliquées. On a une belle marge de progression. C'est ça qu'il faut retenir. On a une belle marge de progression parce que depuis ce début d'année, on ne part plus de zéro. Avec les arrivées notamment de l'Arseneur et d'Apia, on a une assise défensive qui est correcte, en tout cas qui laisse présager effectivement une belle marge de progression qu'il sera nécessaire d'atteindre, notamment pour nos prochains matchs, parce qu'on aura l'adversité très différente. Parce que je reste quand même persuadé que notre adversité pour ces 4 matchs gagnés était quand même dans la majorité, même Annecy, qui a laissé beaucoup d'espace, était quand même d'un niveau très très faible. Je pense que face à une adversité plus Bordeaux par exemple, on risque d'être puni plus facilement. Donc on a besoin de monter quelques paliers. Alors est-ce que ce sera déjà possible dès la semaine prochaine? Mais on passera au révélateur, ça c'est vrai. À ce moment, voilà. Non, c'est vrai que ouais, ce sera un vrai test Bordeaux pour cette défense type maintenant qui est mise en place par Laurent Batles. Mais ce qui est positif, c'est que la défense type, on l'a désormais aussi à la SS. Voilà. On peut se rappeler le début de saison avec les tâtonnements avec Giraudon, avec Nadé. Voilà, on a l'impression que c'était il y a 50 ans, mais il n'y a pas si longtemps que ça qu'on était avec une défense qui nous faisait peur à chaque match. Là, on a quand même de l'assurance, on a de la sérénité, on a des choses sur lesquelles on peut s'appuyer. Il y a évidemment des choses perfectibles, mais ce qui est intéressant aussi, c'est de voir qu'avant le match de Pau, on se demandait qui on allait mettre dans les trois stoppers, dans les 3 axiaux. On avait le débat entre les 4 avec Sceaux, Petro, Briançon et Apia, et on se demandait voilà, qui on allait retirer de ce dispositif. Mais c'était un choix de riche au final, et ça c'est quand même intéressant d'avoir aussi des choix de riche aujourd'hui à la SS. Parce que tu as raison, il y a des solutions de rechange. Et ces solutions de rechange, même au dernier moment, elles sont plutôt performantes. Et effectivement, Seydou Sow a fait son match en rentrant à la dernière minute, alors qu'il aurait dû être remplaçant et que normalement, il n'aurait peut-être même pas dû jouer le match parce que la défense n'aurait certainement pas été changée de tout le match s'il n'y avait pas eu de pépin physique. Il serait peut-être rentré un peu, peut-être vers la 50e, 60e. Non, tu ne changes pas les 3 centraux. Généralement, dans un match de foot, tu changes très rarement les 3 centraux à moins d'une. Voilà, sauf Pépin ou sauf vraiment physiquement, s'il est mort, si quelqu'un des 3 demande à sortir parce que physiquement il est mort, mais sinon, tu ne changes pas les 3 centraux. Hein. Ce qui fait que. Voilà, l'avantage, donc, oui, vas-y. Tu peux faire un changement tu peux faire n'importe quel changement. En soi, les 3, maintenant, on a l'impression qu'ils se connaissent bien. Donc, dans tous les cas, les 4 se connaissent très bien. Donc, ils arrivent très bien, je pense, à s'adapter à n'importe quel changement. Quand Sceaux il est rentré, c'était pas le même style, c'est pas forcément le même style qu'Apia. Ils ont réussi à s'adapter très rapidement. On n'a pas, pas non plus tremblé d'une façon. Enfin, on sentait que Pau voulait faire quelque chose, mais on a quand même su résister et tenu. Des fois, il faut faire des matchs, il faut faire le dos rond. On l'a tenu, puis surtout ces matchs-là, normalement, on aurait dû. Si tu remarques, comme disait Jérémy, le début de saison, tu fais ce match-là, tu gagnes 1-0, tu en prends 2 en deuxième mi-temps. Parce que ta défense n'était pas rassurante, mais là, ta défense est quand même beaucoup plus rassurante. Elle a des automatismes, elle est bien réglée. Donc au final. Non, mais la différence, c'est en termes de complémentarité. Au début de saison, et aussi par des circonstances exceptionnelles, Briançon qui est blessé, puis expulsé très rapidement. Donc résultat, il n'a quasiment pas joué les 5 ou 6 premiers matchs. Donc ce qui fait que, comme l'a dit Jérémy, la défense a tâtonné. Donc aujourd'hui, effectivement, ce sont les 3 mêmes. Donc la complémentarité, elle est évidente. Et puis il y a un vrai patron. Le vrai patron, et moi j'étais sur Harry Point samedi, c'est Briançon. Et il est vraiment à la baguette. Les 2 autres sont, surtout quand Sceaux est rentré, qui a besoin d'un peu plus d'être guidé, ils étaient bien à son écoute. C'est lui qui faisait monter le bloc.
Et là, voilà, il y a une vraie complémentarité et sur lesquels on peut s'appuyer, sur lesquels, effectivement, cette marge de progression devrait nous permettre d'être encore meilleurs par la suite. Oui, il y a plusieurs patrons, même, je dirais. Non, pardon, allez-y. Non, allez-y. Non, oui, il y a Anthony Briançon qui est le patron incontestable, évidemment, dans la parole, mais il y a aussi, je trouve, un patron dans tout simplement la performance, qui est Denis Sapia à côté de lui, qui est là également pour, il nous l'a dit, pour guider un Seydou Sow, pour être derrière lui à tout moment pour éviter les sautes de concentration et d'avoir des joueurs expérimentés comme Apia et comme Briançon. À côté, on a presque plus qu'à enfiler ses chaussons et jouer à leur côté, tellement ça doit être beaucoup plus simple pour s'intégrer dans un schéma comme le 3-5-2 de Laurent Batles. Et puis il y a aussi un Léo Petro qui bénéficie de tout ce qui peut être solidifié à ses côtés. Léo Petro, depuis qu'il est dans cette défense à 3 depuis le début du mois de février, franchement, c'est pas le jour et la nuit non plus par rapport au début de saison. Il faisait des performances intéressantes, mais il est d'une solidité vraiment impeccable, quasiment, Léo Petro, depuis le début février. C'est ça, puis Oui. c'est l'avantage que tu as avec Léo Petro, c'est que quand tu le replaces dans cette fameuse... C'est son placement, de toute façon. En latéral gauche, il peut faire le travail, mais ce fameux défenseur axial à 3, où il est sur ce côté gauche, c'est quand même vraiment son poste. Il l'a été à Lorient, et c'est vraiment là où il était, je pense, le meilleur. Puis l'avantage d'Apia, c'est cette polyvalence aussi. C'est-à-dire que on a quelqu'un qui, en défense centrale, peut très très bien jouer, mais en latéral, peut faire le boulot. Et comme dans un problème comme ça, où on a un Cafaro qui se blesse, on a cette possibilité-là de se dire, vas-y, sur nos 3 axiaux, on a les 3 axiaux qui sont Sow, Briançon et Petro, et Apia peut compléter dans cette défense à 3, ou alors être piston et faire le travail et le taf aussi bien que les autres, quoi. Mais dans cette défense, il faut aussi reconnaître, ça on le voit depuis plusieurs matchs, le rôle de Thomas Monconduit. Et là encore, on le voit très très bien. Dès que l'adversaire arrive dans les 30 mètres, il recule d'un cran et c'est un 4e défenseur. Il est quasiment au niveau de Briançon. C'est fou. Et ça, c'est quand même la trouvaille de Laurent Batles, qui a réussi à le repositionner et à le rendre plus performant, bien que je l'ai trouvé dangereux contrairement à ses derniers matchs, dangereux dans ses pertes de balles, au moins 3 pertes de balles en plein axe qui auraient dû, s'il y avait eu là aussi un adversaire un peu plus performant, qui aurait pu coûter cher. Et malgré tout, ce positionnement rend la défense encore plus solide. Mais la défense, en tout cas, la défense, elle a vraiment été bien mise à contribution, et surtout en deuxième mi-temps. Et les Verts, ils ont peigné en deuxième mi-temps. Franchement, c'est la première mi-temps, elle est plutôt, je trouve qu'elle est correcte. Et les Verts, deuxième mi-temps, c'est pas ça. Comment on peut expliquer un petit peu ce deuxième mi-temps qui était très terne, où on a eu du mal à se mettre dedans vraiment, non? Alors, j'ai peut-être une idée, c'est justement le fait que faire reculer Monconduit dans ces phases défensives, ça demande aux 2 milieux de terrain, notamment Bouchouari et Lobry, de faire encore plus d'efforts pour pouvoir contrer le milieu de terrain adverse qui se retrouve avec 1 de plus. Et effectivement, en deuxième mi-temps, ils ont moins de carburant, et donc c'est plus compliqué. Je l'ai surtout constaté contre Dijon. Même contre Nîmes, on a la chance de marquer très tôt en deuxième mi-temps, mais on subit quasiment toute la deuxième mi-temps. Et pareil, contre Pau, on est moins performant en deuxième mi-temps. Et d'ailleurs, l'entraîneur Tolo l'a bien dit par la suite, on sait que l'ASS pioche en deuxième mi-temps, on voulait en profiter, on n'y est pas arrivé. Voilà, c'est peut-être une explication, et il y en a d'autres, il n'y a pas de souci. Jérémy, comment tu peux l'expliquer? Oui, c'est clair que les deuxièmes mi-temps pour l'instant sont moins maîtrisés de la part de l'ASS, et ça on le constate depuis le début du mois de février. Et l'une des explications possibles, c'est peut-être l'intensité que met l'ASS désormais dans ses rencontres. Là, c'est clairement le jour et la nuit par rapport à il y a quelques mois. Et cette intensité-là, pardon, je vais y arriver. On la paye physiquement à un moment donné, et en deuxième mi-temps, il y a sans doute un côté physique à prendre en compte aujourd'hui, qui n'est peut-être pas forcément encore bien géré dans la gestion des efforts des joueurs stéphanois, et qui fait que dans ce système
système-là qui demande beaucoup d'efforts au niveau des pistons, au niveau des milieux de terrain aussi, qui doivent couvrir beaucoup de terrain. Les attaquants également, contre Pau, un Wadji, un Crasso, on fait énormément de pressing. Donc ce système est très exigeant, ce 3-5-2, et peut-être qu'aujourd'hui, physiquement, ça pioche en deuxième mi-temps et ça fait que la maîtrise est moins importante et qu'on subit davantage. Il y a des joueurs comme Nkunku qui sont très performants, mais qui à chaque fin de match tirent un peu la langue. Léo Petro nous a confié aussi qu'il y avait pas mal de fatigue à l'issue du match face à Pau, ce qui est normal parce qu'il y a aussi eu le voyage en début de semaine à Nîmes, où ils sont rentrés vers 3-4 heures du matin de Nîmes après leur victoire, et après ils ont eu 2 jours de récupération en moins par rapport à Pau. Donc il y a pas mal de facteurs qui expliquent cela, mais moi j'ai peut-être envie d'insister sur cette intensité qu'on met dès le début de match et qui n'est pas évidente à garder pendant 90 minutes aussi. Et effectivement, contre Pau, il y avait ce numéro 21, je ne sais plus son nom, qui arrivait à plus trouver des intervalles entre les lignes. Peut-être Baswamina, je crois. C'est pas... Ah non, c'est Besnard. Peut-être Besnard. Avec, Oui, je l'ai vu, oui, qui arrivait. Parce qu'en première mi-temps, Bouchouari avait un œil dessus. Il était souvent en 1 contre 1 contre lui. Et puis en deuxième mi-temps, bien qu'en deuxième mi-temps, Bouchouari a été bien meilleur que ces 2 ou 3 derniers matchs, où d'ailleurs Batles était obligé de le sortir autour de la 60e. Là, il a quasiment fait tout le match. Donc pour moi, c'est une bonne surprise, Bouchouari, qu'il puisse continuer à jouer tout le match, parce que ce n'était pas le cas depuis le début de l'année, et ce n'est pas le cas depuis ces 3 ou 4 derniers matchs. Mais oui, voilà, ce milieu de terrain nous a causé beaucoup de soucis en deuxième mi-temps, celui de Pau, et on a eu un peu de chance malgré tout pour que Pau ne réduise pas l'écart, voire n'ouvre pas la marque en première mi-temps. Parce qu'on a marqué les 2 fois où on marque, je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais les 2 fois où on marque, c'est dans notre temps faible, où on aurait plus pensé que c'était l'adversaire qui allait marquer en premier, ou redire le score. Ouais. C'est vrai, C'est après sûr. il y a eu les... Oui, vas-y, pardon. Non, vas-y. Non, juste, oui, effectivement, pour épurer le score, mais voilà, il y a aussi les 5-10 premières minutes où on peut en mettre 2 facilement, avec l'Aubry, avec le corner rentrant de Cafaro, avec la reprise d'Nkunku, et ça n'aurait pas été la même non plus après coup si le but Stéphano était venu très tôt. C'est vrai. C'est ça. Et du coup, est-ce que ce manque un peu de tranchant et le fait qu'on fasse quand même de grosses intensités sur la première mi-temps, est-ce que notre deuxième mi-temps, face à un plus gros, face à par exemple Bordeaux, les prochains matchs qui vont arriver, est-ce que ça va pas être un gros souci? Est-ce que ça va pas être le gros problème, ou en deuxième mi-temps, quand on va baisser le pied, le dos rond, on va pas arriver à le faire face à une meilleure équipe qui a des meilleures armes devant et qui est capable de nous punir à tout moment, quoi. Ça c'est une vraie question, et c'est pour ça que Bordeaux, ça sera un vrai test. Mais c'est pour ça, est-ce que face à une équipe comme Bordeaux, est-ce qu'il va falloir mettre autant d'intensité aussi? Est-ce qu'il va pas falloir laisser venir un peu plus le jeu? C'est peut-être avec la gestion du temps, mais au-delà de ça, moi je trouve qu'en fait, on a vraiment souffert un niveau de palier, je pense presque à 75e, que j'ai senti, parce qu'après, dès qu'il y a eu la percée de Nkunku, ça a remis du diesel dans le moteur. Du coup, c'est reparti un petit peu, mais c'est pas. On a senti qu'après, ça allait un peu mieux, mais le fait d'avoir peut-être obtenu ce penalty, psychologiquement, ça a aussi peut-être déclenché quelque chose. Forcément, il y a plus de sérénité, on mène 2-0. C'est pas la même chose. Après, c'est peut-être aussi le fait, je sais pas, le facteur aussi. C'est un facteur, même si on l'aurait pas marqué, ce penalty. C'est un facteur, le fait de dire, il y a un mec qui relance, machin. Il faut qu'on s'y remette tout de suite, machin. On a trop subi. Il y aurait eu peut-être un réveil si on avait pas eu ce penalty. Il y aurait peut-être eu un réveil. Non, je crois pas, parce que le penalty, c'est une action individuelle. C'est Nkunku qui part à tout droit et qui fait valoir sa puissance, qui arrive à rentrer dans la surface de réparation. Ce qu'aurait pu faire d'ailleurs Bouchouari 2 ou 3 minutes auparavant. Il n'a pas osé rentrer dans la surface, il a fait un centre qui n'avait pas abouti. Alors Nkunku ne s'est pas posé de questions, il est rentré droit dedans, et sa puissance a fait qu'il a obtenu une faute de pénalty étant complètement indiscutable, il n'y a pas de doute. Donc c'est une action individuelle qui nous enlève une épine du pied, parce qu'on n'était pas bien. Et donc, c'est à corriger. Mais par rapport à ce que disait Melvin, moi, je pense qu'avec 4 matchs maintenant de victoire d'affilée, on va pouvoir aller à Bordeaux avec un peu plus de sérénité. Oui. Comme par exemple contre Nîmes, où c'était un match au couteau. Ce sera moins, parce que même si on perd contre Bordeaux,
on n'est plus dépendant des autres résultats. Encore. Après, c'est pas dit, mais on n'est plus dépendant des autres résultats, au moins pour ces deux prochaines journées. Non, oui, ça peut aller vite, il ne faut pas l'oublier. Ça peut aller vite dans un sens comme dans l'autre. Et on est très habitué à ça avec la SS. Mais oui, juste pour rebondir sur le débat des deuxièmes mi-temps, il y a peut-être un argument et une arme qui n'a pas encore été beaucoup utilisée par Laurent Batles. Ce sont les changements de Laurent Batles. Il les fait finalement assez tardivement dans les deuxièmes mi-temps. Peut-être un peu plus tôt face à Pau. J'ai plus les minutes en tête, mais on peut imaginer face à Bordeaux qu'un Lamine Fomba, qu'un Kader Bamba puisse rentrer un petit peu plus tôt, justement, si on voit qu'on pioche aussi dans cette deuxième mi-temps. Il y a des armes sur le banc, on a quand même de quoi faire à la SS aujourd'hui, donc pourquoi pas aussi les utiliser un peu plus tôt. Après, aussi, je pense qu'il a dû peut-être voir que même si ça piochait physiquement, on arrive à tenir. Parce que le niveau de Pau n'était pas non plus. On voit que c'est quand même une équipe du bas de tableau. C'était une équipe du bas de tableau. Donc, il s'est dit peut-être, je vais aller faire tout de suite parce que ça a l'air de tenir, machin, où il n'y a pas de mec qui, pour l'instant, pioche vraiment physiquement. Je pense que c'est sûr, comme tu as dit, Jérémy, sur des matchs avec des équipes au tableau avec peut-être une plus grosse intensité, il les fait plus tôt. Après, je suis un peu inquiet pour les remplacements, justement. Je suis un peu inquiet parce que, par exemple, Kader Bamba, qui avait bien débuté à Niort, hier, je l'ai trouvé en dedans. Enfin, en tout cas, sa rentrée, il est vif, mais il aurait dû marquer au moins un but. Et donc, j'ai quand même l'impression. Et surtout, pareil, pour Lamine Fomba, sa puissance m'impressionne pas pour l'instant. Sur ses rentrées, il est moins fort que ceux qui le remplacent. Alors qu'en défense, les postes les joueurs peuvent être interchangeables. C'est pas trop le cas avec nos remplaçants actuels. Et donc, on a continué à souffrir même quand ils sont rentrés. C'est sûr. Après, sur les rentrées, il les fait rentrer bien plus tôt que contre Nîmes. Parce que contre Nîmes, si je me souviens bien, on n'est pas loin de la 80e. Là, on est plus proche de la 70e, 65e. On est entre la 65e et la 70e. Donc, on est sur une tranche un peu plus tôt. On est avant le deuxième but. Oui, tu as raison. Mais là aussi, c'est les circonstances. Cafaro, Wadji, il est cramé. Il est obligé de le remplacer très rapidement parce qu'il avance plus. Donc, c'est quand même après, les remplacements ont toujours une raison, mais c'est quand même des circonstances bien spécifiques qui fait qu'il a fait des remplacements plus tôt que d'habitude. Ouais, mais du coup, l'entrée de Kader Bamba et l'entrée de Fomba ont apporté comme un petit nouvel élan parce que du coup, derrière, on a pu. Kader Bamba aurait pu marquer, mais parce qu'il a donné cet élan d'envie d'aller vers l'avant. Et même s'il fait une entrée pas exceptionnelle dans tous les cas, mais il a proposé et je pense que ça a poussé un peu l'équipe. Et Nkunku, par contre, lui, c'est des efforts répétés. Il avait déjà fait à peu près la même action au début. Sur le coup franc de Cafaro, il se blesse. C'est lui qui fait cette fameuse percée où il vient dribbler, où il revient se recentrer dans l'axe et c'est lui qui obtient le coup franc. On est à quelques centimètres et de l'autre côté, il arrive à choper le penalty. Et je pense que et le joueur le disait, c'est une demande de Batles de faire ces fameux efforts répétés à haute intensité vers l'avant et aider son équipe vers l'avant surtout. Écoutez, messieurs, on va passer au dernier sujet de l'après-match. On va passer à la performance un petit peu, on va analyser une performance. Le premier buteur, Ibrahima Wadji, c'est la confiance retrouvée. On l'a vu vraiment, surtout la première mi-temps, où il a été, j'ai trouvé, très généreux dans ses efforts, beaucoup de courses. Il a été récompensé d'un but. Un très beau but, il faut le dire. Un but avec le centre qui est le centre. D'accord. Un but d'attaquant, un vrai neuf. Un but d'attaquant, à sa place, je rate pas non plus. Tu m'excuseras, mais il fallait être là. Le beau but, il fallait être là, c'est vrai. Voilà. C'est le déplacement qui est joli. C'est le déplacement qui est un déplacement d'attaquant. C'est un vrai but d'attaquant. Voilà. Donc, messieurs, Wadji, il a quand même bien pesé en première mi-temps, un petit peu moins en deuxième mi-temps, parce que je pense, comme l'équipe, il a pêché un peu plus physiquement. Ça va un peu mieux, Wadji, depuis qu'on a l'impression que ça sent. On a retrouvé un nouvel homme, là. Un nouvel Ibrahima Wadji. Là.
Je pense surtout qu'il a senti que au moment de la blessure de Charbonnier, la confiance de l'ASS, c'était en lui, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre remplaçant à Charbonnier derrière lui, c'était Wadji. Donc du coup, je pense qu'il a senti qu'il y avait une confiance derrière lui, et le fait d'enchaîner peut-être 2 buts, ça va lui donner une confiance qui va lui permettre de finir cette saison avec un peu plus de confiance, donc un peu meilleur. Après, c'est pas si on regarde ses stats, c'est pas un attaquant qui touche énormément de ballons, parce qu'il touche quand même que 13 ballons en 67 minutes. 13 ballons en 67 Mais c'est minutes ses pour un efforts. attaquant. Moi, ce qui Il m'impressionne, fait c'est son... Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'il touche très peu de ballons, mais par contre, il fait énormément de courses à haute intensité, et il va beaucoup presser, beaucoup. Il va proposer énormément de profondeur. Et après, c'est son jeu, hein, mais il va proposer énormément de profondeur. Je pense que ces 2 buts d'affilée vont lui faire du bien dans la tête, et va lui permettre d'être libéré pour les prochains matchs. C'est ça. Oui, Ibrahima Wadji, c'est pas l'attaquant le plus élégant du monde, hein. Ça, de toute façon, on le savait, on nous l'avait présenté tel quel quand il est arrivé. Mais qu'est-ce qui doit être chiant à marquer quand on est défenseur, quoi. Il est tout le temps au duel, il est tout le temps dans l'agressivité, dans la combativité, dans les courses, dans le pressing. Il n'arrête jamais finalement, Ibrahima Wadji, même si c'est désordonné parfois. Mais voilà, il a cette faculté-là à répéter les efforts qui épuisent les défenses aussi. Et puis je pense qu'aujourd'hui, il en est, je crois, à 3 buts en 4 matchs. C'est aussi un système qui lui permet d'être finalement plus efficace aussi devant le but adverse et plus présent. Il y a des centres qui arrivent avec Nkunku, avec Cafaro, avec d'autres joueurs, et c'est ça qu'il aime de toute façon, Ibrahima Wadji, être à la retombée de ces ballons-là. Il y a un Crasso qui est là. Clairement, on avait des doutes sur le positionnement de Crasso aussi depuis le début de la saison. Est-ce qu'il devait jouer en 10, en 9,5, en 9? On ne savait pas trop, lui non plus. Et finalement, là, il est clairement dans un rôle un peu reculé, avec un Wadji devant lui. Les rôles sont bien définis clairement en attaque, et Ibrahima Wadji, aujourd'hui, il sait ce qu'il doit faire. Ses partenaires savent aussi comment le servir. Et oui, ce sera jamais le plus bel attaquant du monde footballistiquement, mais il sera toujours là au bon moment pour nous mettre ce but qui fera du bien. Et pour moi, le but qu'il met face à Pau, c'est quasiment la copie conforme de celui qu'il met face à Bordeaux en début de saison. Si on met le même à Bordeaux samedi, je signe tout de suite, hein, pas de problème. Hein. Même si c'est facile à mettre, je signe tout de suite. Hein. Alors, moi, par contre, je ne suis pas très impressionné par Ibrahima Wadji, c'est clair. Mais ce que je peux lui reconnaître, c'est que je me souviens d'un de ses pires matchs qu'il ait fait avec nous, avec l'ASS, c'était contre le 2-0 contre Rodez, où je ne sais pas si vous vous rappelez de cette action où il part sur un côté, et il avait été tellement mauvais qu'il est carrément parti en touche. On a l'impression qu'il allait dans les vestiaires. Aujourd'hui, il y a une vraie autre confiance qui fait que il n'est plus dans le doute. Au moins, il ose, il tente. Alors, ça ne réussit pas tout le temps, même ça réussit plutôt rarement, je vais dire. Mais quand ça réussit, ça rentre. Donc c'est bien. Et tu vois, je pense que Batles l'a bien cerné quand on disait que les postes, maintenant, Jérémy disait que les postes étaient bien définis. Batles l'a bien cerné. Hein. Il a dit, dans ses propos recueillis chez Evect, il a dit Wadji fait énormément d'efforts, il ouvre les brèches, et cela fait 2 matchs qu'il marque. Il ne réussit pas tout, mais il est difficile à défendre avec sa vitesse et sa puissance. Cela permet d'étirer les lignes pour le milieu de terrain. Il nous permet d'avoir ce positionnement intéressant pour l'équipe. Mais je suis tout à fait d'accord. Le fait qu'il soit intenable, c'est vrai. Défendre, c'est horrible. Quoi. Un attaquant qui bouge partout, qui court, qui a une vitesse, qui a une puissance, c'est le rêve, quoi. Il n'y aura jamais un duel facile face à Wadji quand on est défenseur, j'ai l'impression, de toute façon. Quoi. Voilà, c'est ça qui est. On peut résumer comme ça Ibrahima Wadji quand on l'a sur le dos pendant 90 minutes. Sauf que c'est généralement pas plus de 60. C'est ça qui l'handicape aujourd'hui. Oui. Après s'il fait 60 à courir non-stop et qu'il me fatigue les défenseurs, c'est pas non plus dérangeant, parce que derrière, si tu as Wadji qui fatigue les défenseurs et que tu fais arriver un Kader Bamba, si le jour il arrivera à se mettre la tête droit et à essayer de planter un but, derrière les défenseurs ils vont commencer à être fatigués avec un Wadji. Un Kader Bamba avec sa vitesse peut faire mal, hein. Ça c'est clair. Je pense que le fait de peser sur la défense, c'est un de ses atouts aussi. Au-delà de ça, même en 60 minutes, s'il arrive à marquer un but qu'il a posé sur la défense, et on signe tous, hein. Donnez-moi le contrat, je le signe, quoi. C'est pas faux.
Wadji, il a quand même, depuis, ouais, tu l'as dit, hein, c'est 3, comme tu as dit, j'ai mis 3 buts sur les 4 derniers matchs. Qui continue comme ça, hein, on lui incite vraiment, vraiment, s'il peut continuer comme ça, on signe, hein, qu'il continue sur ce rythme-là, il n'y a pas de problème. Qu'il continue à De marquer. toute façon, c'est un attaquant puissant, hein. On le voit aussi, même avec son but contre Nîmes, c'est la même chose. Tu sens que c'est de la puissance. Le mec, il résiste au défenseur. Le défenseur, je pense qu'il en fait encore des cauchemars. De le voir, Wadji, loin. Ah, mais physiquement, moi, j'aimerais pas aller au duel avec lui, hein. Et clairement, hein, parce que il en impose quand même. C'est vrai qu'il en impose. Et puis il lâche rien, il lâche rien. Incroyable la force qu'il a sur le terrain à rien lâcher. Mais on revient de loin, parce qu'Ibrahima Wadji, au mercato d'hiver, on se demandait vraiment ce qu'il faisait à Saint-Etienne. Hein. Certains se le demandaient, hein, avec l'arrivée d'un Charbonnier, l'arrivée aussi de Kader Bamba, un positionnement. On a l'impression parfois qu'il était là pour colmater un trou dans l'attaque, quand il était positionné parfois sur l'aile droite où ça marchait pas. Voilà, Ibrahima Wadji, on ne savait pas forcément comment l'utiliser. Mais aujourd'hui, voilà, la donne a totalement changé, et tant mieux pour la SS. Exact. Mais bon, c'est quand même un remplaçant à la base. Hein. Enfin, il était devenu remplaçant à la base avec l'arrivée de Charbonnier. Et il en profite, tant mieux. Mais j'ai quand même du mal à le voir comme homme du match, comme j'ai pu l'entendre ou le dire. C'est pas lui que j'aurais retenu sur ce match-là contre Pau. En homme du match, non. Tu peux pas le mettre. Tu peux pas mettre un mec qui touche 13 ballons en homme du match, il influe pas dans le jeu. Il va être là à la fin. Tu sais que si même un ballon pourri, tu lui envoies, il va essayer d'aller faire la course pour aller le chercher, mais il fera pas ce match parfait sur 70 minutes où il va réussir à faire passe des buts, à être présent dans le jeu. Non, c'est plus quelqu'un où si tu lui poses un ballon devant les cages, une fois sur deux, c'est but. Parce que bon, il en a loupé une encore. Il en a loupé une encore samedi, donc j'ai encore du mal à dire que ça va tout le temps au fond, mais ça va venir. J'y crois. Non, mais après, c'est pas un attaquant qui est là pour faire le beau jeu. Hein. Le mec qui est là pour organiser le jeu, c'est Crasso. Hein. Wadji, il est là pour faire des courses, pour user des défenses. Hein. On va pas lui demander de faire comme du Crasso. Quoi. Après, t'as plus d'attaquant, donc t'as besoin de manœuvre. T'as Wadji qui va poser sur ses défenses, qui va faire ses courses interminables. Le mec va pas lâcher ses efforts. Et t'as justement le mec Crasso qui est là, qui est beaucoup plus reculé, qui peut organiser, jouer avec les milieux de terrain. Tout bon, tout neuf en fait. Mais alors oui, qu'il soit pas forcément homme du match. Je peux comprendre qu'on ne peut pas le considérer comme homme du match, même si moi je trouve qu'il a fait une bonne prestation. Il a joué quand même 60 minutes. 60 minutes, il a quand même fait beaucoup, je trouve. Après, c'est pas facile de ressortir un homme du match de cette rencontre face à Pau, hein, parce que c'était quand même pas le match de l'année, hein, c'était pas fameux. C'est le terme pas fameux, c'est l'expression qu'a choisi Laurent Batles pour parler de ce match-là après. Moi, franchement, si vous me demandez de ressortir un homme, j'y arrive pas, quoi. Mais globalement, on a quand même été solide et globalement, allez, tout le monde à la moyenne avec un petit plus, et bon, c'est l'essentiel, quoi. Ouais, c'est ça. Mais tu as raison, c'est l'intensité qu'ils mettent sur tous les matchs qui est l'une des marques, une de leurs nouvelles marques, et cette solidarité aussi. Oui. Je ne sais pas si à un moment ça m'a marqué, bon, ça c'est hors sujet, mais ça m'a marqué quand même. C'est quand Bouffaris sort à la 89e, il y a Sceaux qui va le féliciter, comme si c'était les plus vieux, enfin les meilleurs amis du monde, alors qu'ils se connaissent depuis 6 mois seulement. Donc ça m'a marqué. Il y a un élan de fraîcheur et une solidarité entre les joueurs qui, les résultats aidants, fait que ça s'imprime. Et c'est peut-être sur ça qu'il va falloir compter pour cette fin de championnat pour qu'on soit plus serein. Écoutez, c'est tout pour cet après-match. On va passer tout de suite à l'avant-match. Ce match qui nous passionne. Merci en tout cas à Jérémy d'avoir été là. Oui, je vais vous laisser. Merci beaucoup en tout cas pour l'invitation. Et puis, ça fait plaisir. Si ça gagne à chaque fois, je reviens, pas de problème. C'est avec plaisir. Ah, chiche. C'est avec plaisir, en tout cas. Allez, bonne soirée à vous les gars. Ciao. Merci beaucoup. Merci bien. À bientôt. À bientôt, bonne soirée. Écoutez, on va passer du coup à l'avant-match. Bordeaux-Saint-Etienne,
le samedi 4 mars à 15h. C'est diffusé sur la chaîne Beansport pour ceux qui ne font pas le déplacement. Ceux qui font le déplacement, c'est donc au Matmut Atlantique. Rappelle-nous à quelle heure hmm Rappelle-nous à quelle heure, c'est à quelle heure C'est le 4 mars 15 à heures. 15h. Voilà. 15h, d'accord. Albert, petite historique de la rencontre. Exact. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié. C'est vrai. Alors, Bordeaux, il faut savoir déjà que Bordeaux, c'est l'adversaire qu'on a le plus affronté depuis que le club existe. Déjà, Bordeaux, on a une tendance particulière pour Bordeaux parce que c'est même notre premier match professionnel à Bordeaux. Mais ce n'était pas contre le Girondin, c'était contre une équipe qui s'appelait la Bastidienne. Mais c'est notre premier match professionnel, c'est à Bordeaux. Contre les Girondins de Bordeaux, c'est l'équipe qu'on a le plus rencontrée devant Nice. 140 matchs depuis le 19 septembre 1937. Bon, c'était alors en D2, mais bon, ça fait. Et à l'extérieur, c'est 68 matchs, dont 16 victoires, 16 nuls et 36 défaites. Donc, ça veut bien dire que à l'extérieur, à Bordeaux, c'est compliqué. Il y a 2 fois plus de défaites que de victoires, voire même il y a plus de défaites que de victoires et de nuls. Donc c'est compliqué à Bordeaux. Parmi les joueurs qui ont joué dans les deux clubs, je vais en citer quelques-uns. Un que j'apprécie tout particulièrement, c'est le gardien camerounais Joseph-Antoine Bell. Bon, vous êtes un peu jeune pour l'avoir peut-être connu. Les défenseurs, Patrick Battiston, et surtout, là, que vous connaissez très bien, Mathieu Debuchy, parce qu'il a joué à Bordeaux avant de venir chez nous. Oui, De venir à l'ASS. Les milieux, Renaud Coad, et l'an dernier, Joshua Guilavogui. Bon, il y en a plein d'autres, mais bon, après, je choisis un peu au hasard. Enfin, pas au hasard. Ceux qui sont symptomatiques Les attaquants, Pascal Faindono, qui était là d'ailleurs contre Pau, et Wabi Kazri aussi. Et vous oui, voyez, et oui, il a joué. Il y a eu beaucoup d'échanges aussi entre joueurs et entraîneurs, soit des équipes, soit de l'autre. On peut citer par exemple Aimé Jacquet, qui était joueur à l'ESS et très grand entraîneur à Bordeaux. Willy Sagnol, joueur à l'ESS, mais aussi entraîneur à Bordeaux. Ou Laurent Blanc, joueur à l'ESS, entraîneur à Bordeaux. Et par contre, dans les derniers, Jean-Louis Gasset, entraîneur à Saint-Étienne et Bordeaux. Et plus près encore, Laurent Batles, qui était joueur à Bordeaux, à l'ASS, et puis entraîneur à l'ASS. Si je peux citer quelques matchs à l'extérieur, à Bordeaux à l'extérieur, d'abord on a de très très mauvais souvenirs. C'est à Bordeaux qu'on a connu la plus large défaite de notre histoire, 9-0. Donc oui, ça fait mal. À l'époque, notre gardien qui s'appelait Jacques Ferrière, il s'était blessé. Et comme les remplacements étaient interdits, il a joué avec le bras en écharpe. Et même carrément, il a dû sortir. Et il a été remplacé par un joueur de champ. Donc, ils ont joué à 10, voire après 9 contre 11. Donc il en a pris 9-0. On a aussi pris un 7-0 en 1984. L'entraîneur, c'était Jean Djorkaeff, le père de Youri Djorkaeff, le champion du monde 1998. Et d'ailleurs, cette défaite lui a été fatale puisqu'il a été remplacé tout de suite après par l'entraîneur de la réserve, Robert Philippe, mais qui n'a pas pu éviter la descente en D2 cette année-là. Des bons souvenirs quand même. Un 5-0, par exemple, en 1974. Robert Arbin, nouvel entraîneur, s'est rassuré dans ce match-là. Il avait trouvé son assise défensive. Osvaldo Piazza, qui est un défenseur d'origine, mais qui a commencé comme attaquant chez nous quand il est arrivé. Et il a été remplacé donc, à son poste d'origine par Robert Arbin. Et devant, avec l'association Dominique Battenet, Christian Sinagel, c'était parti pour l'épopée que l'on connaît. Et on va citer comme dernier match la finale de la Coupe de France 1968 entre Saint-Étienne et Bordeaux. Saint-Étienne l'avait emporté 2-1 grâce à un doublé de la légende. Là, je pèse mes mots, Rachid Mekloufi, qui a marqué d'ailleurs à ce moment-là ses 2 derniers buts pour l'AS Saint-Étienne, parce que le nouvel entraîneur qui faisait sa première saison, là aussi une légende, Albert Batteux, lui a signifié qu'il ne comptait plus sur lui la saison suivante, parce que venait d'éclore une autre légende, Salif Keita, et pour le remercier de sa carrière, son immense carrière à l'ASS, l'entraîneur stéphanois l'avait titularisé à la place de Salif Keita pour cette finale, très déçu, et en lui expliquant qu'il était jeune, oui, parce qu'il venait tout juste de débuter et qu'il y aurait d'autres occasions pour jouer une finale de Coupe de France, comme par exemple en 1970.
Donc, de très longs et très historiques rapports avec Bordeaux et qui vont se confirmer avec cette nouvelle rencontre samedi. Vous permettez que je ne parle pas, vous me permettez que je n'ai pas parlé de Paul Bernardoni. Non, celui-là, Oui. tu vois, j'ai même pas voulu le sortir. Je n'ai pas osé. Bernardoni, tu vois. Mais c'est vrai, il a joué, il était gardien à Bordeaux. Il a fait partie. J'y ai pensé. Oui, c'est vrai. On sait très bien que certaines personnes l'apprécient encore à l'heure actuelle, donc du coup. Ah, on me dit que c'est bon. La régie m'a dit que c'était tout bon. Voilà, que tout va bien. Bon, on peut repartir du coup. Apparemment, il faut reprendre. On peut reprendre à partir de l'ancien. D'accord, très bien. Donc, discutons de ce match qui sera, à mon sens, le révélateur de la véritable force de l'AS Saint-Etienne, de sa valeur, parce qu'on va affronter le troisième, voire peut-être même le deuxième du championnat. Moi, messieurs, du coup, je vais vous faire le petit rapport de forme. Hein. Donc, on va faire recommencer déjà par nous, les Stéphanois. Notre équipe de Saint-Etienne, c'est la meilleure équipe de Ligue 2 sur les 5 derniers matchs. 4 victoires et seulement une défaite. Donc, 12 points pris sur 15 possibles. C'est le meilleur état de forme à l'heure actuelle. L'AS Saint-Etienne a marqué 9 buts et on a encaissé que 5. C'est-à-dire que ça fait du 1 but par match. On compte, pour nos 2 meilleurs buteurs, on compte bien évidemment le meilleur buteur du championnat, Jean-Philippe Grasso, avec ses 13 réalisations. Et on a aussi, bien évidemment, là, on en a parlé tout à l'heure, mais Ibrahim Awadji, qui a déjà ses 6 buts, et notamment 3 buts sur les 4 derniers matchs, comme on l'avait déjà notifié. Alors, pour les déplacements, l'AS Saint-Etienne, cette saison, c'est très compliqué. C'est la 16e équipe à l'extérieur. Seulement 3 victoires, 3 matchs nuls et 6 défaites. Par contre, l'AS Saint-Etienne peut se rassurer. C'est la 3e attaque de Ligue 2 à l'extérieur, avec 16 buts marqués. Malheureusement, la défense, c'est toujours pas ça. Avec seulement la 18e défense à l'extérieur cette saison. 20 buts encaissés. Ça fait quand même beaucoup. Les Verts devront surtout régler le problème défensif. Face à nous, les Bordelais, qui sont sur des résultats un peu ternes. Hein. Ils ont fait sur les 5 derniers matchs donc une victoire, une défaite, une victoire, une défaite et une victoire. Ils sont 6e sur le rapport des 5 derniers matchs en rapport de forme. Ils ont à peu près les mêmes statistiques que nous, c'est-à-dire 9 buts marqués et 6 buts encaissés. Leur meilleur buteur, alors j'en ai trouvé, j'ai cherché les 2 meilleurs buteurs, c'est Josh Fadja avec ses 11 réalisations à l'heure actuelle. Donc il fait partie des 4 meilleurs buteurs du championnat. Et ils ont aussi le jeune Bakwa avec 4 buts, mais qui a aussi mis 4 passes décisives. J'ai noté. Par contre, Bordeaux, là, on est sur un mastodonte à domicile. Bordeaux, c'est la 4e équipe à domicile. Elle a 7 victoires, 3 matchs nuls et seulement 2 petites défaites. C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui sont allés gagner à Bordeaux. Il y a Le Havre et Guingamp qui sont allés s'imposer là-bas. Très dur. Bordeaux, 4e attaque à domicile, 17 buts marqués. Et c'est la 2e meilleure défense à domicile avec seulement 8 buts encaissés. Donc attention, les Verts devront utiliser leur talent offensif pour faire sauter le verrou bordelais. Messieurs, comment on va faire? Comment et à quoi s'attendre? Ce sera difficile. On n'est pas favori. Très, très sincèrement, on n'est pas favori parce que justement, on est dans l'expectative de savoir comment on va pouvoir réagir face à des équipes bien mieux classées. De toute façon, on s'est pris Bastia à l'extérieur, c'était un non-match. On espère qu'on ne va pas le rééditer. Donc, on est dans l'expectative. On ne sait pas comment on va pouvoir réellement s'en sortir. Je ne suis pas inquiet, hein, mais il y a plein de questionnements qui se posent parce qu'on aimerait bien quand même, à la SS, on aimerait bien ramener au moins un point de ce déplacement. Et je ne sais pas si on en sera capable. Melvin, quoi penser pour le match? Ce qu'on peut se dire, c'est quand même que on va peut-être avoir un avantage, je ne sais pas si on peut le dire comme ça, mais la fraîcheur physique, ils jouent demain. Alors on se parle, ils jouent demain.
ils jouent lundi. Ils Ouais, auront 2 jours de récupération en moins que nous. Alors, c'est pas énorme, mais ça reste quand même 2 jours. Pour nous qui avons un jeu très dans l'intensité, je pense que c'est important. C'est important d'avoir peut-être c'est peut-être que ces 2 jours de repos vont nous permettre d'être toujours frais physiquement et fort physiquement pendant 70 minutes, même face à un adversaire qui va nous poser énormément de problèmes. Et puis c'est comme tu l'as très bien dit, Bastien, Josh Maja, c'est pas n'importe qui. Il est dans la discussion pour être un des meilleurs buteurs cette année en Ligue 2. Ils ont une équipe qui est très très forte défensivement. C'est très solide, ça encaisse très peu. À la maison, c'est une forteresse, n'en parlons même pas. Parce que Le Havre a gagné, mais Le Havre est premier. Oui. C'est le premier. Guingamp, c'est une erreur de parcours de leur part, mais ça reste C'était quand en même début très de très saison, solide. donc, et puis, Voilà. il n'y a que le Havre vraiment qui s'est imposé. Après, ils ont fait, je crois, 3 matchs nuls. Et encore, je crois, le dernier, c'était Amiens qui était allé, je crois, choper des points là-bas. Qui a fait tenir en échec. Donc, on voit tout de même que se dessine. Alors, moi, je suis d'accord sur le fait que ça va être très dur, mais ça va être surtout un vrai. On a nos armes. Je pense qu'on ne faut pas non plus passer sur le dire qu'on va se prendre une raclée. On a nos armes, je l'ai dit, hein. Tout de même, 3e attaque à l'extérieur. On marque à l'extérieur, on y arrive. Donc, on peut. Je pense pas qu'on peut espérer non plus. Peut-être, je pense pas avoir une victoire. Mais je pense qu'on peut. Ça va être surtout défensivement qu'il faudrait être extrêmement sérieux. Parce que les Bordelais marquent des buts aussi. Ils en marquent beaucoup. Ils ont pas une Josh Maja, tu as dit. Mais nous, il va falloir vraiment que ça va être surtout au niveau défensif et extrêmement sérieux. Autant offensivement, je me fais peut-être un peu moins de soucis. Je pense que ça va être un match un peu foufou. Parce que les Bordelais aiment bien jouer, aiment bien mettre de l'intensité. Nous aussi, on aime bien en mettre de l'intensité. Donc, ça va être une vraie. Je pense que ça peut être un match intéressant et même après agréable à regarder. Ça va être en tout cas un beau choc. Après, vas-y, Albert. Oui, de toute façon, nous, il faut qu'on s'étalonne face à des équipes de ce type-là. Et puis, pour les joueurs de la Saint-Étienne, c'est quand même plus intéressant de jouer contre le 3e ou le 2e, ou futur 2e, que contre le 17e et le 18e. C'est plus intéressant de jouer un match pour Saint-Étienne, certes, sans enjeu véritable, puisque même si on perd, on ne sera toujours pas relégable, on ne le sera pas après ce match-là. Donc, on peut y aller l'esprit libéré. Par contre, pour Bordeaux, et ça peut être une pression, Bordeaux, c'est victoire impérative. Parce que s'ils le sont 3e ou même s'ils arrivent à être 2e, cette place ne l'aurait pas assurée, contrairement à Le Havre qui caracole en tête. La place de 2e, elle est en compétition avec plusieurs équipes. Ils ne peuvent pas se permettre de trop perdre de points en route. Donc pour eux, battre Saint-Étienne est impératif. Oui. Donc cette pression, comment ils vont pouvoir la gérer? Est-ce qu'ils vont pouvoir la gérer? Est-ce qu'on ne pourrait pas en profiter? Ou si on arrive à jouer plus libéré. C'est sûr. Surtout, oui, vas-y, Melvin. En fait, comme on parlait aussi en première partie, Wadji, dans un match comme ça, avec une équipe de Bordeaux qui va jouer sûrement haut, parce que voilà, Bordeaux va vouloir gagner à domicile, donc va jouer peut-être avec un bloc un peu haut. La profondeur, ça va peut-être être le point important de ce match-là, aller essayer de chercher Wadji dans cette profondeur, comme il avait pu le faire face à Annecy, où sur un bloc haut, il arrive à créer cette profondeur, et ce jeu en profondeur, il l'adore. Donc du coup, je pense que ça sera un point important. Et puis, à l'aller, on les a battus. Alors, c'était certes à domicile, certes avec une autre équipe, mais on les a battus. Il faut se tabler sur ça, sur se dire, voilà, ce qu'on a bien fait contre eux, il va falloir le réitérer au match retour, avec les sûretés et les qualités qu'on a sur l'effectif actuel maintenant. Puis au-delà de ça, même Albert, tu parlais d'esprit libéré. Et je pense qu'il n'y a pas meilleur esprit pour aborder ce genre de match quand tu joues des grosses équipes, surtout dans la situation en fait, dans laquelle on est. On a vraiment, dans ce match, on a tout à gagner. Oui, on n'a rien à perdre. Vraiment, on n'a rien à perdre pour nous. Mais c'est eux, par contre, ils ont tout à perdre. Hein. S'ils ne gagnent pas pour eux, c'est un très mauvais résultat. Eux vont vouloir jouer la gagne. Nous, on a l'esprit libéré. On peut justement profiter, peut-être pour avoir cet esprit de dire, tant pis, de toute façon, même si on perd, on ne sera pas relégable, on n'aura pas trop de pression. On y va. On se donne à fond. Je pense qu'ils vont vraiment se
se la donner. Et puis de toute façon, en plus, on attend quand même pas mal de Stéphanois pour le déplacement. Beaucoup vont se déplacer. Ça attend même beaucoup de monde. Hein. C'est un match où il y aura beaucoup de monde au Matmut Atlantique. Donc, non, honnêtement, on peut. C'est vrai que tu as raison, c'est vrai que j'en ai pas parlé dans mon historique, mais l'amitié entre les deux groupes ultra, les marines, ultramarines, je crois, qui s'appellent, C'est ça. et les Magic Fans est reconnue depuis des décennies maintenant. Donc, le stade sera plein, ou en tout cas avec une belle affluence. Ce qui change, par contre, si on revient au match, on va y aller avec beaucoup de menaces parce que je pourrais dire qu'il pourrait suffire à Bordeaux de contrôler l'axe Crasso, Bouchoirie, Montconduit, qui est très très important dans la construction, mais pas que, puisque maintenant les menaces viennent de partout. Nkunku et Apia à droite ou Cafaro à droite, mais ce sera plutôt Apia parce que je pense que Cafaro ne sera pas remis de sa blessure. C'est ce qui semble vouloir se dire. On a d'autres menaces à faire valoir, donc on sera beaucoup plus dangereux et ça va nécessiter pour Bordeaux d'être super attentif, de ne pas nous laisser faire. Donc non, on n'y va pas avec team toute désignée. Hein. On a nos chances, on n'est pas favori, comme je l'ai dit, mais on a nos chances. Et j'espère qu'on va les faire valoir pour une belle surprise. Oui. Parce qu'une victoire de la Saint-Étienne à Bordeaux, ce sera une surprise. On peut, compte tenu des dans ce genre de match, on peut jouer un mauvais tour. On peut jouer un mauvais tour de nos adversaires. On est capable de se faire ce genre de match. Après, il va falloir, je te dis, ça va être surtout ça va être la rigueur défensive qui va être très importante. Il va falloir que derrière, ça soit très solide, que ça se parte bien au niveau du milieu de terrain, de la défense et de l'attaque, qu'on ait vraiment ce bloc solidaire qu'on a eu sur ces 4 matchs qu'on a eu sur des équipes qui étaient quand même faibles, et que justement ça nous serve de leçon en se disant là où on a pêché, les équipes là qu'on va affronter, elles vont pas se faire prier pour les exploiter là où on va pêcher. Là où on fera des erreurs, elles ne seront pas prier pour nous, pour tenter de nous punir. Donc, il y a 2 éléments qui peuvent jouer en notre faveur. La première, c'est que depuis le début de l'année, on a la baraka. Il faut le reconnaître, on a la baraka. Barre transversale contre Nîmes, barre transversale contre Pau. Si ça rentre, comme on aurait pu le faire en début d'année, en début de saison, ça rentrait. Là, ça ne rentre plus. L'arseneur fait les arrêts qu'il faut. Donc, on a déjà cette baraka-là qu'on peut faire valoir. Et par contre, ce que l'équipe de Saint-Étienne devra absolument faire, c'est ne plus concéder autant d'occasions. Parce que contre Pau, c'est passé. Contre Nîmes, c'est passé. Contre Dijon, c'est passé parce que les équipes étaient bien trop faibles. Mais on ne devra pas trop concéder d'occasions si on veut espérer un résultat et avoir quelques espoirs à Bordeaux. Parce que Bordeaux est à tout autre calibre et à tout autre niveau et on n'aura pas autant de déchets de la part de l'adversaire. C'est sûr. Et je viens de voir un commentaire intéressant d'un de nos auditeurs. Donc, je vais vous le lire. Paladin Chilax qui nous dit « Bonsoir, nous sommes outsiders, donc il faut être libérés. Ce que nous avons fait lors du dernier match, aspirer la défense, tenir la défense, partir en compte jusqu'au péno, etc. Ça peut passer. » C'est vrai que ça va être un de nos plans de jeu. C'est-à-dire que voilà, on va essayer de jouer plus. On va moins tenir le ballon, je pense, face à une équipe de Bordeaux qui va vouloir imprimer son jeu à lui. Mais nous, on va partir en contre-attaque. Et nous, on a les armes à l'heure actuelle avec un Nkunku en forme et en feu sur son côté et un Wadji qui en profondeur est très intéressant. Je pense que c'est une des armes importantes, ce fameux contre. C'est-à-dire que voilà, bien tenir en défense, peut-être sur une grosse partie du match, on va beaucoup tenir en défense, mais bien exploser en attaque et sur les contres. Puis surtout, au-delà de ça, on va surtout, comme tu l'as dit Albert, on a la baraka, mais au-delà de ça, c'est pas que la baraka. On a enfin, on trouve qu'on est beaucoup plus clinique dans nos actions. Souvent, on n'en a
pas trop. Et le peu qu'on a, généralement, on les met au fond. On se rassure là-dessus, on marque des buts. Oui, on est meilleur. On se rassure avec justement ce genre de situation où, contre Pau, on n'a pas eu non plus vraiment beaucoup de vraies occasions. Et ben, le peu vraiment qu'on a eu, on a été dangereux, on a été menaçant et on a marqué. Voilà. Là où il fallait. Le commentaire de l'auditeur était très, très intéressant, mais je serais un peu plus optimiste. On n'a pas besoin d'attendre un penalty, comme tu l'as dit. On a des armes à faire valoir et si on a des occasions, on les mettra au fond, ou on a plus de chances de les mettre au fond aujourd'hui, et pas seulement par penalty. Ah oui, Donc c'est ça veut bien dire, voilà, c'est effectivement, on n'est pas favori, effectivement, on risque de subir. Pas sûr que ça, pas tant que ça, pas sûr que ça, parce qu'on aime bien jouer aussi, on le voit bien. Hein. Oui, on aime jouer. Après, est-ce qu'on va prendre les devants et jouer à l'extérieur? C'est quand même un peu plus difficile. Après, par rapport à la On ne sait pas Baraka, subir. Attention, on ne sait pas subir. ouais, on Donc, sait pas subir. Oui, ça va être un mix des deux. On va essayer de faire un peu des deux, quoi. Essayer de, voilà, de faire le dos rond sur les actions où où on a du mal à tenir le ballon, et puis on va essayer de le tenir comme on peut face à une équipe difficile quand même. Et en plus, je pense très sincèrement que on est redevenu une équipe que l'on doit craindre. Ouais. Oui. Et que donc, on nous laissera pas beaucoup de liberté. De liberté non plus, ouais. Oui, on nous laissera pas beaucoup de liberté parce qu'on peut être. Ils savent que un Crasso au niveau. Alors, je l'ai trouvé en dedans, moi. On l'a peut-être pas parlé, mais j'ai trouvé en dedans contre Pau beaucoup de déchets techniques qui nous avaient plus habitués. Donc, s'il arrive à élever son niveau comme ces derniers matchs, oui, ça peut faire très mal. Ça peut faire très mal. Et Abouchouari au niveau aussi contre Pau, au même niveau. On a des armes, vous l'avez dit, on a des armes à faire valoir. Et pas sûr que Bordeaux soit serein contre nous. Je vous le dis, Bordeaux va nous craindre. Il y a peut-être 3 mois en arrière, la réception de Saint-Etienne les aurait fait rire. On va dire, leur aurait fait penser 3 points assurés. Ce ne sera pas le cas. Je peux vous le garantir, ils vont nous prendre très au sérieux. C'est sûr. En tout cas, c'est pas que. En tout cas, monsieur, s'il n'y a pas que ce déplacement à Bordeaux, on va dire, qui peut, soi-disant, faire peur pour certains, c'est tout le mois de mars. Parce que le mois de mars, on va le prendre. Je vous fais un petit récapitulatif. C'est un peu le mois de mars de tous les dangers. Hein, parce que c'est quand même déplacement à Bordeaux, donc ce samedi 4 mars. Le samedi 11 mars, réception d'Amiens. Et après le 18 mars, c'est là aussi, on parle de tout mélanger, déplacement chez le leader de Ligue 2, Le Havre. Donc, est-ce que sur ces 3 matchs-là au mois de mars, moi, je tablais sur un objectif. J'aime pas donner un objectif de points, mais je pense que l'AS Saint-Etienne peut être en capacité d'aller au moins récupérer 4 points sur ces 3 matchs-là. On serait bien. Ouais. Vas-y. Après, moi, j'ai envie de dire, faut prendre les matchs un par un, oui. Et le mieux, c'est de continuer ta série de non-défaite. C'est-à-dire que si tu n'arrives pas à gagner le match, imaginons contre Bordeaux ou contre Amiens, le but, c'est de ne pas le perdre. Vaut mieux un vieux 0-0, prendre un point, que de perdre ce match-là. Faut garder cette dynamique de on ne perd pas. On reste dans cette dynamique de voilà, entre la victoire et le nul. Mais voilà, après, voilà, ouais. Sur le compteur, en fait. Voilà, c'est ça. Toujours avoir le compteur qui tourne. Et je pense qu'avec cette Baraka on la provoque, la chance. Hein. La chance, on la provoque. Hein. On l'a pas comme ça. Elle se provoque. Je pense qu'on la provoque de mieux en mieux. Elle tourne avec nous. Et je pense que ce facteur-là va être important face à des gros comme ça. Ou sur un mois comme ça où ça va être compliqué. Un mois parfait. Je crois que Albert, tu nous le disais, c'est pas arrivé depuis longtemps, quoi. Hein. Ah ben, 4 victoires dans un seul mois complet, ce n'est pas arrivé depuis 1985. Cette saison-là, on avait gagné 6 matchs. Parce qu'il y a eu 6 matchs, plus les matchs de Coupe de France au milieu, et on avait gagné nos 6 matchs du mois de février 1985. Ça n'était jamais plus arrivé qu'on gagne tous nos matchs sur un même mois, du 1er jusqu'au 28 ou du 1er jusqu'au 31. On aime bien février. Cette saison a été exceptionnelle.
cette saison est exceptionnelle parce que sur cette saison-là, on avait réalisé notre plus grosse série de tous les temps, 15 victoires d'affilée. D'accord, donc effectivement, 15 victoires d'affilée, ça fait presque 3 mois. Donc voilà, c'était exceptionnel. Il n'empêche, vous avez raison de dire que c'est vraiment le mois de tous les dangers et on a bien fait de faire cette série au mois de février. Parce que effectivement, si on prend 4 points sur ces 3 prochains matchs, je pense qu'on sera bien content parce qu'on peut considérer que nos adversaires directs pour le maintien ne feront pas mieux. D'ailleurs, ils tournent à un niveau très faible. Si on a pris, tenez-vous compte, après notre défaite contre Annecy, à la 16e journée, on a été 20e avec 7 points de retard. À la 25e journée, on est 15e, mais maintenant on a 7 points d'avance sur le premier non relégable, alors qu'on avait 7 points de retard sur le 17e. On a fait. D'accord. Nos concurrents, c'est inespéré, et on a bien fait de prendre tous ces points parce que les 3 prochains matchs, alors j'espère me tromper, oh là là, je serais le premier heureux si on prend si on prend 3 victoires d'affilée. Mais 3 victoires d'affilée, c'est osé. Oui, c'est ça. Donc, on risque de perdre des points en passage, là, et on a bien fait de prendre 7 points d'avance avant ce mois de mars. Mais le fait d'avoir ces 7 points d'avance fait que, même si on a une contre-performance au mois de mars, eh bien, je pense qu'au fin mars, on sera encore au-delà de la 17e place. On aura peut-être des points d'avance même. Oui, on sera au-delà de la 17e place. On ne sera pas encore sous le coup près, je pense. Ce qui veut dire que mois de mars, de tous les dangers, mais mois de mars qu'on peut aborder sereinement grâce aux points d'avance qu'on a pu avoir avec nos 4 victoires d'affilée, avec nos résultats depuis début janvier. Donc ça veut dire qu'on peut y aller, on peut les aborder de manière libérée. Oui, ce sera le mot d'ordre en fait. Commençons à jouer libéré parce que on en a la possibilité et on n'est plus sous le coup près du résultat, l'obligation de résultat. C'est clairement ça. Et du coup, si je reviens sur ce que tu disais, Bastien, un objectif de points, sur un mois, je pense que le 4 points, ça serait le top. Après, une victoire et 2 nuls. Moi, tu me le dis tout de suite, je signe. Tu fais nul au Havre, victoire à Amiens et nul à Bordeaux. Moi, je suis les 4 points vont bien. Franchement, les 4 points vont bien. 4 ou 5 points, c'est parfait. 5 points, c'est même mieux. Il n'y avait pas d'autres. Mais les 4 points vont bien. Une défaite à Bordeaux ou au Havre, parce que le Havre marquait un but au Havre qui n'en prennent pas du tout. C'est un bon vieux 0-0. Ça va être compliqué. Le Havre aussi à la Baraka, ils ont gagné contre Niort à la toute dernière minute. Ça, c'est des équipes de tête. Elles gagnent toujours à la dernière minute parce que c'est la veine du champion. On en connaît cette maxime et elle est tout le temps vérifiée. Donc même avec une défaite, si on n'a qu'une seule défaite sur ces 3 matchs, c'est mission accomplie pour moi. Oui, c'est un bon bilan. C'est un très bon bilan. C'est clair. Donc voilà. Écoutez, messieurs, on va peut-être faire un petit pronostic. On va peut-être se lancer. Voilà. Messieurs, Bordeaux-Saint-Étienne. Albert, quel score vois-tu ? Donc victoire de la Saint-Étienne, pour ne pas changer, une équipe qui gagne. Et oui, peut-être un 2-1. Un 2-1 comme contre Nîmes, mais avec plus d'assurance. Enfin, pas plus d'assurance, malgré l'adversité qui sera différente. 2-1 quand même. Parce qu'on va leur faire mal. Un peu. Débuteur, c'est allez Crasso parce que il marche sur même s'il a été moins bon dans le jeu contre Pau, c'est de notre plus dangereux attaquant, offensif plus dangereux. Et alors tiens, Léo Petro. Léo Petro d'un coup de tête. Allez, soyons fous. J'aime bien le joueur. Il a été décrié à juste titre, parce qu'il faisait quand même des performances qui n'étaient pas son poste. Rappelons-le, mais des performances quand même pas en demi-teinte. Moi, je trouve qu'il offre un bien meilleur visage et un petit but pourrait récompenser
ces efforts qu'il nous fait, même s'il a déjà marqué à Annecy, rappelez-vous. Mais là, ce sera un but qui vaudra bien plus que contre Annecy. C'est clair. Alors moi, vraiment, là, on est sur du folklorique ce soir. Voilà. Ça sera 3-0 sec et sans bavure de notre Oh, équipe. trop bien. Sec Voilà. et sans bavure. Avec un Nielsen Kunku qui marque le premier but. Derrière, et là, c'est pour faire plaisir. Tous les amoureux de Briançon, une petite tête. Il y a un moment, il va nous la mettre. Je la rattends. Il en a marqué un, il en remarquera un. Et pour finir le travail, et pour mettre tout le monde d'accord, Jean-Philippe Crasso, de son prénom, sur un penalty. Pour calmer tout le monde, pour se mettre à l'abri devant tout seul en meilleur buteur du championnat et finir heureux ce match-là. Et toi, Bastien? Bon, bah écoute, moi, je vois du beau jeu, mais je vois des buts. Et je vois la Saint-Etienne faire un match nul à Bordeaux, 2 buts partout. Je l'ai hésité, celui-là. Et je vois bien, et alors là, les buteurs, alors je vois bien Crasso marquer, mais alors l'autre buteur, je suis désolé, hein, mais là, il est en pleine forme. Ibrahim Awadji va nous claquer un but encore. Voilà. Ah, C'est pas bête, hein? Finalement, c'est pas bête, hein? Wadji sûr. en profondeur, c'est peut-être celui qui paraîtrait le plus simple dans la logique des choses. Voilà. Ouais. Mais Eh bon. ben écoutez, messieurs, sur Soyons ces fous. bons pronostics, on va se quitter. Merci à tous d'avoir suivi. Merci à vous, messieurs. Et puis, pour tous nos viewers, on se retrouve du coup dimanche prochain pour l'après-match de Bordeaux-Saint-Etienne et l'avant-match Saint-Etienne-Amiens. On se dit à la semaine prochaine. Salut à tous. Ciao, Salut ciao. tout le monde. À bientôt.